Le respect ne se perd pas en un seul jour, il meurt petit à petit. Il meurt chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler mal de quelqu'un qui n'est pas présent. Il meurt chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas. Il meurt lorsque tu interromps parce que tu crois que ta voix est plus importante que celle des autres. Et il finit par disparaître lorsque tu fais de la plainte ta carte de visite. Ces habitudes semblent petites, elles semblent faire partie de la vie quotidienne, mais elles sont comme de l'acide, invisibles au début, corrosives avec le temps. Et le pire, c'est qu'elles détruisent ton image auprès des autres tout en révélant ce que tu es à l'intérieur. Quelqu'un qui ne se maîtrise pas, quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Les stoïciens l'ont averti il y a des siècles. Épictète disait que celui qui ne contrôle pas sa langue est esclave d'elle. Sénèque enseignait que la plainte est l'excuse des faibles. Et Marc Aurèle a écrit que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait en silence. Si tu ignores ces leçons, tu creuses ta propre tombe sociale et professionnelle sans t'en rendre compte. Cette vidéo n'est pas pour adoucir les vérités. Elle est là pour te montrer en face ce que tu soupçonnes peut-être déjà. Ce sont tes habitudes, pas tes ennemis, qui peuvent ruiner ta réputation. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut être le coup dont tu as besoin pour te réveiller et commencer à reconstruire le respect que tu mérites. 1. Le silence qui protège ton respect face aux paroles vides. La rumeur est comme une fumée noire qui semble inoffensive au début, flotte dans l'air et se dissipe rapidement, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle imprègne tout ce qu'elle touche et laisse une odeur difficile à enlever. Chaque fois que tu y participes, même avec un mot ou un rire complice, tu salis ton nom sans t'en rendre compte. Ce que tu dis sur les autres finit par en dire plus sur toi que sur la personne dont tu parles. Parce que la rumeur n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de trahison envers la confiance. Et la trahison, aussi petite soit-elle, devient une marque que les autres n'oublient pas. Le colporteur n'a pas besoin d'ennemis, il se détruit lui-même. Parler des autres dans leur dos montre une faiblesse, montre de l'envie et surtout montre une incapacité à maîtriser la langue. Épictète disait que la langue est comme un animal sauvage. Si tu ne la contrôles pas, elle te dévore. Chaque mot que tu lances, sans réfléchir, te dépeint comme quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Parce que si aujourd'hui tu parles d'un tiers, demain quelqu'un supposera que tu feras la même chose avec lui. Et à ce moment-là, ta parole ne vaut plus rien, ta présence cesse d'inspirer confiance et ce que tu touches devient suspect. La rumeur est attrayante parce qu'elle donne l'illusion du pouvoir, de contrôler une vérité cachée, mais en réalité c'est une chaîne qui te rend esclave de la banalité. Parler des autres est la sortie facile pour ceux qui n'ont pas le courage de parler d'eux-mêmes, de leurs erreurs et de leurs projets. C'est pourquoi le silence face à la rumeur n'est pas de la lâcheté, c'est de la force. Se taire quand tout le monde murmure montre du caractère, montre que tu n'as pas besoin de salir personne pour briller. Sénèque prévenait que le sage ne perd pas son temps sur ce qu'il ne peut améliorer. Qu'améliores-tu en générant des rumeurs? Rien. Tu affaiblis seulement ton image et tu te rapproches de devenir quelqu'un d'irrélevant. En revanche, lorsque tu choisis de garder le silence, tu protèges ton énergie, ton temps et ta réputation. La personne qui s'habitue à ne pas participer à la rumeur envoie un message fort. Ici, on ne perd pas de temps avec des futilités. Ici, on ne joue pas avec la dignité d'autrui. Cette attitude génère du respect, même si personne ne te le dit directement. Parce que tout le monde sait que si tu ne parles pas mal des autres, tu ne le feras pas non plus d'eux. Cette cohérence construit une réputation solide, tandis que les autres s'épuisent dans des conversations vides. La rumeur révèle aussi de l'impatience et un manque de but. Parler de ce que fait un autre est une façon d'échapper à ce que tu ne fais pas toi-même. Et c'est là la clé. Celui qui parle beaucoup des autres agit peu dans sa propre vie. C'est pourquoi, si tu veux te distinguer, garde le silence et concentre tes paroles sur ce qui construit. Parle d'idées, de projets, d'actions, pas de personnes absentes. Marc Aurèle disait que ce à quoi tu penses fréquemment définira ton esprit, et il en va de même pour tes paroles. Ce que tu dis fréquemment définira ta réputation.
Si tes paroles sont du poison, ta réputation mourra lentement. Mais si ton silence est ferme, ton respect grandira. Pratiquer cette habitude exige de la discipline, mais aussi du courage. Parce que se taire dans un environnement où tout le monde murmure te fait devenir un étranger, quelqu'un qui brise la norme. Et cette rareté est celle qui construit le respect. Le silence est un mur qui protège ta dignité. Tu n'as pas besoin de rejoindre le jeu des faibles. Tu as besoin de montrer par des actes que ta vie est trop grande pour se perdre dans de petites rumeurs. 2. Tiens tes promesses, même les plus petites. Chaque tour haute s'effondre, non pas à cause d'un seul coup, mais parce que de petites fissures ignorées affaiblissent sa base avec le temps. Il en va de même pour la parole. Ce n'est pas le grand mensonge qui détruit la confiance, mais ces promesses minimales qui se brisent en silence. Assurer que tu arriveras à une certaine heure et échouer, offrir de l'aide et disparaître, te engager dans une action et l'oublier. Chaque manquement est un signe de fragilité intérieure et, tôt ou tard, fait que personne ne croit en ce que tu dis. La parole est le fondement de tout respect. Tu peux avoir du charisme, tu peux montrer du talent, mais si ce que tu dis ne se réalise pas, ta présence perd de son poids. Le respect ne se construit pas avec des discours, il se construit avec des actes qui soutiennent ce que tu annonces. Et lorsque cette base se brise, ta réputation devient une ruine. Les gens se souviennent, même s'ils ne le mentionnent pas, de chaque fois que tu n'as pas tenu parole, de chaque excuse répétée. Et pendant que tu l'oublies, ils le gardent comme une marque indélébile. Sénèque avertissait que celui qui promet trop finit par être pris au piège de ses propres mots, car promettre sans conscience, c'est de la vanité déguisée en bonne intention. Tu dis oui pour impressionner, mais en réalité tu montres une peur de décevoir, une incapacité à mesurer tes forces. Et ce manque de contrôle se traduit par de la faiblesse. Peu importe ce que tu dis en public si, en privé, tes actes contredisent tes paroles. Tenir une promesse, même si elle semble petite, est une manifestation de discipline. Arriver à l'heure, tenir des engagements simples, s'occuper des détails sans tarder, sont des gestes qui peuvent sembler triviaux, mais qui envoient un message puissant. Ta parole a de la valeur. Chaque action accomplie élève ton respect, renforce ton caractère et te distingue dans un monde où beaucoup parlent et peu tiennent parole. Ne pas tenir parole révèle un chaos intérieur. Tu promets ce que tu ne peux pas gérer parce que tu as peur de dire non, tu offres plus que tu ne peux soutenir et tu finis par affaiblir ton image. La solution est de connaître tes limites et de mesurer ta parole avant de la donner. Épictète enseignait que la grandeur ne réside pas dans les discours, mais dans la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Cette cohérence est ce qui définit quelqu'un digne de respect. Chaque engagement compte. Il n'y a pas de petites promesses, car pour celui qui attend, toutes ont de la valeur. Dire que tu passerais un appel et le faire, assurer que tu serais à un certain endroit et y arriver, t'engager sur un détail minime et le tenir, sont des preuves concrètes de caractère. Et lorsque les autres remarquent que ta parole est respectée, ta valeur augmente et ta réputation devient un bouclier solide. Le non-respect, en revanche, produit une usure silencieuse. Tes paroles commencent à sonner creux, ta présence cesse d'inspirer confiance, tes promesses perdent leur sens. Ainsi, tu deviens quelqu'un de toléré, mais jamais respecté. Marc Aurèle rappelait que la véritable grandeur se mesure dans la discipline du quotidien. Cette discipline commence par la parole que tu donnes et que tu tiens. Tenir une promesse n'est pas une question de perfection, c'est une question de décision. Cela demande de l'effort, de l'inconfort, de la constance, mais cela montre aussi que tu maîtrises ton caractère. Lorsque ta parole est ferme, même sans fioriture, ton respect se multiplie. Et si tu veux préserver ta réputation, souviens-toi de ceci. Chaque promesse tenue renforce ton nom. Chaque promesse brisée le détruit. 3. Entraîne l'écoute stoïcienne. Le respect se gagne plus par la façon dont tu écoutes que par la force avec laquelle tu parles.
Pense à une rivière sereine qui avance sans faire de bruit, profonde et constante, tandis qu'un ruisseau superficiel déborde de bruit inutile. C'est la différence entre celui qui sait écouter et celui qui interrompt sans patience. Interrompre n'est pas seulement une mauvaise éducation, c'est un coup direct contre la confiance. C'est montrer que ton ego ne supporte pas de céder de l'espace et que tes paroles valent plus que celles des autres. Chaque fois que tu le fais, tu brises un fil invisible de respect qui peut-être ne se réparera jamais. L'interruption constante est un symptôme d'anxiété et d'ego débordant. Cela signifie que ton esprit ne peut pas attendre, que tes idées veulent s'imposer à tout prix. Mais la réalité est cruelle. Celui qui interrompt ne démontre pas de pouvoir, il démontre un manque de contrôle. Marc Aurèle enseignait que se maîtriser soi-même est la plus grande des victoires. L'écoute est une preuve de caractère. Écouter sans anxiété révèle de la patience, de l'humilité et de la discipline. Un leader qui interrompt perd de la crédibilité, mais celui qui écoute attentivement gagne du respect même avant de parler. Le silence pendant qu'une autre personne expose son idée n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Il permet de comprendre ce que les autres ne voient pas, de mesurer les émotions présentes, de détecter ce qui se cache derrière les mots. Celui qui écoute calmement a plus de pouvoir que celui qui parle sans contrôle. L'interruption détruit également les liens personnels. Personne ne veut parler avec quelqu'un qui coupe les phrases, qui ne laisse pas finir, qui transforme chaque dialogue en compétition. Les relations s'érodent, car l'autre personne se sent invisible, peu valorisée, réduite à un simple décor pour ta voix. Écouter, en revanche, transmet du respect et génère de la confiance. Sénèque soulignait que la hâte est l'ennemi de la sagesse. Interrompre, c'est agir avec hâte, c'est vouloir prouver que tu en sais plus avant l'heure, c'est de l'anxiété déguisée en intelligence. Mais à la fin, celui qui écoute calmement apprend plus et parle avec plus de précision. La discipline de se taire quand les autres parlent te place au-dessus de ceux qui ont toujours besoin d'imposer leur voix. S'entraîner à l'écoute stoïcienne implique d'admettre que ton opinion n'est pas toujours la plus précieuse, que tu n'as pas besoin d'être le centre de chaque conversation. Cela signifie choisir la patience plutôt que l'ego, la compréhension plutôt que l'impulsion. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise de soi. Écouter te donne un avantage parce que tu absorbes de l'information, parce que tu détectes des erreurs chez les autres, parce que tu apprends de chaque mot étranger. Et cet avantage se traduit par le respect, l'influence, l'autorité réelle. Le respect se perd lorsque tu interromps parce que tu révèles que tu ne te soucies pas de ce que les autres disent. Il se gagne lorsque tu écoutes parce que tu démontres de l'autocontrôle et de la considération. Dans la vie professionnelle, écouter construit la confiance dans les équipes, permet des décisions plus sages et évite des conflits inutiles. Dans la vie personnelle, écouter calmement renforce les liens et fait de ta présence un refuge. Pratiquer cette habitude exige une discipline quotidienne. Elle nécessite de te rappeler que ta voix ne doit pas toujours passer en premier, que parfois le silence est plus puissant que n'importe quel argument. Lorsque tu contrôles l'urgence d'interrompre, tu maîtrises ton ego et tu projettes la grandeur. Parce qu'à la fin, celui qui écoute en silence avec fermeté devient celui dont la parole, lorsqu'elle arrive enfin, pèse plus que toutes les autres. 4. Remplace les plaintes par l'action ou l'acceptation. Le poison ne se présente pas toujours dans une coupe sombre. Il arrive souvent goutte à goutte, invisible, jusqu'à contaminer tout ce qu'il touche. C'est ainsi que fonctionnent les plaintes excessives. Elles semblent être des décharges momentanées de frustration, mais en réalité, elles deviennent une habitude corrosive qui épuise ton énergie, affaiblit ton image et empoisonne l'atmosphère autour de toi. Celui qui s'habitue à se plaindre finit par être esclave de la négativité et projette une identité fragile, incapable de faire face à la vie avec force. Se plaindre sans frein ne résout rien, mais détruit beaucoup. Cela éloigne les gens, use la patience de ceux qui t'entourent et construit une réputation de faiblesse.
Personne ne respecte quelqu'un qui transforme chaque difficulté en lamentation, car la lamentation sans action n'est rien de plus que du bruit. Et le bruit constant fatigue. Les stoïciens l'ont compris avec une clarté absolue. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Se plaindre, c'est rejeter la réalité sans avoir le courage de la transformer. Sénèque disait que la plainte est une maladie de l'esprit, car elle piège l'esprit dans un cercle vicieux où chaque jour est perçu comme un fardeau, jamais comme une opportunité. Marc Aurèle répétait que les obstacles sont le chemin, et celui qui se contente de se plaindre face à l'obstacle perd l'opportunité de grandir. Les plaintes excessives révèlent également un manque de responsabilité. Il est plus facile de blâmer les circonstances, le gouvernement, le patron, le partenaire, que d'assumer le rôle de protagoniste. Mais pendant que tu pointes du doigt vers l'extérieur, tu renonces à ton pouvoir intérieur. Cette attitude érode ta crédibilité, car elle montre que tu es incapable de prendre le contrôle. Personne ne suit quelqu'un qui ne sait que se lamenter. Remplacer la plainte par l'action signifie reconnaître qu'il y a des choses que tu peux changer et te diriger vers elles. Si tu n'aimes pas ton corps, fais de l'exercice. Si tu détestes ton travail, prépare-toi pour un autre. Si une relation ne te donne pas la paix, pose des limites ou éloigne-toi. Agir transmet de la force, démontre du caractère, inspire le respect. Même si tu échoues, les gens apprécient plus celui qui essaie que celui qui reste coincé dans la plainte éternelle. Quand tu ne peux pas changer ce qui se passe, le chemin est l'acceptation. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre que la réalité ne se plie pas aux caprices. C'est choisir la sérénité plutôt que l'épuisement. L'acceptation libère de l'énergie, te permet de te concentrer sur ce qui dépend de toi et te donne une image de maturité. Personne ne respecte celui qui se bat contre l'immuable, mais tout le monde admire celui qui reste ferme au milieu de l'inévitable. L'habitude de se plaindre excessivement transforme la négativité en identité. Peu à peu, tu cesses d'être perçu comme une personne de valeur et tu commences à être vu comme un fardeau. Au contraire, celui qui pratique l'action et l'acceptation transmet de la solidité. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de te plaindre, tu gagnes en confiance. Chaque fois que tu choisis d'accepter plutôt que de te lamenter, tu gagnes en respect. Cette combinaison crée une réputation de quelqu'un qui sait affronter la vie sans drame. La plainte constante est la voie de l'impuissance. L'action et l'acceptation sont la voie de la maîtrise de soi. Et celui qui maîtrise son attitude face à l'adversité devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Si tu veux que ta parole ait de la valeur, arrête de te plaindre et commence à décider. Transforme ce que tu peux ou embrasse ce que tu ne peux pas changer. C'est la différence entre vivre noyé dans le bruit ou construire un respect qui perdure. 5. Choisissez des conversations qui élèvent. Les mots sont comme des graines. Certaines tombent sur un sol fertile et produisent de la vie, d'autres tombent sur un sol aride et se perdent, et certaines sont un poison qui intoxique ceux qui s'en approchent. Chaque conversation à laquelle vous participez est un terrain où vous semez votre caractère. Si vous choisissez de semer sur un terrain toxique, vous récoltez de l'usure, de la méfiance et de la médiocrité. Si vous choisissez des conversations qui élèvent, vous récoltez du respect, de l'inspiration et de la force. Ce que vous dites et ce que vous entendez façonnent la perception que les autres ont de vous et aussi celle que vous avez de vous-même. Les bavardages vides, chargés de rumeurs ou de critiques sans sens, sont un marécage qui entraîne vers le bas. Celui qui y participe transmet un manque de but et devient quelqu'un d'irrélevant. Peu importe combien de talent vous avez, si votre voix est toujours associée à des commentaires vides, votre influence meurt lentement. Le respect ne se construit pas par la répétition de ce que tout le monde murmure, il se construit par le choix conscient de sujets qui apportent de la valeur. Les stoïciens comprenaient que la qualité de votre esprit dépend des pensées que vous nourrissez. Marc Aurèle écrivait que la vie de chaque personne est ce que ses pensées en font. Il en va de même pour les conversations.
Si vous parlez d'idées, de projets, de solutions, votre esprit se renforce et votre réputation grandit. Si vous parlez de futilité, de ressentiment ou de critiques inutiles, votre esprit se contamine et votre respect se dilue. La différence entre une personne ordinaire et une personne respectée réside dans ce qu'elle décide de discuter. Épictète disait que vous ne devriez pas perdre de temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parler de la vie des autres, des erreurs des autres, des plaintes répétées, c'est justement cela. Une perte de temps qui révèle un manque de maîtrise. En revanche, choisir des conversations qui inspirent démontre de l'intelligence, de la tempérance et de la vision. Celui qui a l'habitude de dialoguer sur ce qui élève devient un référent naturel, car il transmet de la clarté et du but. Dans la vie quotidienne, ce choix se reflète dans des détails simples. Lorsqu'un commentaire destructeur surgit, vous pouvez vous y joindre ou vous pouvez vous taire. Lorsque quelqu'un cherche à vous entraîner dans une conversation sans sens, vous pouvez accepter ou vous pouvez changer de cap. Le silence face à la toxicité et l'initiative pour orienter un dialogue vers quelque chose de constructif sont des actes de caractère. Chaque fois que vous le faites, votre image gagne en respect car vous montrez que votre voix n'est pas disponible pour le trivial. Les conversations qui élèvent ne sont pas toujours philosophiques ou profondes, elles peuvent aussi être pratiques. Parler de solutions au lieu de problèmes, parler d'apprentissage au lieu d'erreurs, parler d'objectifs au lieu d'excuses. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, il s'agit de se concentrer sur ce qui construit. Et cette orientation vers l'utile transforme votre environnement. Peu à peu, les gens ne vous cherchent pas pour des potins, mais pour de la clarté, pas pour des plaintes, mais pour des conseils. La plainte et la critique vide génèrent une identité faible. Le choix de conversation qui apporte génère une identité solide. Votre réputation s'élève lorsque vous montrez que votre temps est précieux, que votre énergie n'est pas gaspillée en boue verbale. Et cette réputation est difficile à briser, car elle repose sur une cohérence visible. Au final, chaque conversation est un miroir. Elle montre qui vous êtes, ce que vous appréciez, ce que vous maîtrisez. Si votre voix est associée à ce qui est bas, vous serez perçu comme bas. 6. Sois transparent avec tes limites. Les murs de verre semblent fragiles, mais ils ont une qualité puissante. Ils permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur sans rien cacher. C'est ainsi que doit être la transparence de tes limites. Lorsque tu ne délimites pas clairement jusqu'où vont tes énergies, ton temps ou ta disposition, les autres poussent, avancent et finissent par t'épuiser. Quelqu'un qui ne sait pas dire stop transmet de la faiblesse, et cette faiblesse érode le respect avec la même force que le mensonge. Cacher tes limites par peur de déranger, c'est donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Chaque fois que tu acceptes plus que tu ne peux supporter, chaque fois que tu cèdes alors que tu voudrais vraiment refuser, tu construis une image de complaisance qui finit par te coûter cher. Parce que personne ne respecte celui qui dit toujours oui. L'absence de limites claires te transforme en ombre, en quelqu'un qui se dilue dans les désirs des autres et qui n'est jamais pris au sérieux. Épictète enseignait que la liberté consiste à pouvoir agir selon sa propre nature et non sous une pression extérieure. Être transparent avec tes limites, c'est justement cela. Vivre selon ce que tu es et non selon ce que les autres exigent. Marc Aurèle rappelait que tu dois prendre soin de ton esprit plus que de tout autre trésor, et cela implique de le protéger de l'invasion de ceux qui cherchent à en profiter. Une limite claire n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin, et c'est cet auto-soin qui suscite un véritable respect. La transparence génère la confiance. Lorsque tu communiques jusqu'où tu peux aller, tu montres clairement que ta parole est sérieuse. Si tu acceptes quelque chose, c'est parce que tu peux vraiment le soutenir. Cette clarté renforce ta réputation car les autres savent qu'ils ne seront pas confrontés à des excuses plus tard. Au contraire, celui qui cache ses limites promet trop et ne tient pas, devient peu fiable et finit par être perçu comme faible. L'absence de limites non seulement érode l'image personnelle, mais contamine aussi les relations. Lorsque tu n'oses pas dire non,
tu accumules du ressentiment. Ce ressentiment se transforme en malaise, en plainte, en attitude passive qui finissent par faire plus de mal qu'un rejet sincère. En revanche, la transparence coupe court à tout malentendu. Quelqu'un qui exprime fermement ce qu'il peut et ne peut pas faire projette de la maturité et du caractère. Sénèque prévenait qu'il n'y a pas de perte plus grande que de consacrer sa vie à ce qui ne t'appartient pas. Céder ton temps et ton énergie sans mesure, c'est justement cela, te perdre dans des tâches, des demandes ou des relations qui ne te construisent pas. Poser des limites, c'est rappeler au monde que ta vie a de la valeur et que ton respect commence par la façon dont tu te traites toi-même. Personne ne peut respecter celui qui se piétine constamment pour plaire. Pratiquer cette habitude demande du courage. Dire non ne sera pas toujours bien reçu. Il y aura de l'inconfort, des regards, voire des critiques. Mais la réaction des autres ne peut pas peser plus que ta dignité. Au final, ceux qui te critiquent pour être clair avec tes limites sont les mêmes qui bénéficiaient auparavant de ton silence. La transparence n'est pas toujours appréciée, mais elle protège toujours. Le respect ne naît pas de la complaisance, il naît de la détermination à affirmer ce que tu soutiens et ce que tu ne soutiens pas. Chaque limite exprimée est une déclaration d'identité, chaque non bien dit est un signe de maîtrise de soi. La transparence évite les masques, élimine les doubles discours et fait de ta parole un terrain solide. Et dans un monde plein d'hypocrisie, quelqu'un qui est clair sur ses limites devient rare, mais aussi impossible à ignorer. 7. Cultiver la discipline de la ponctualité. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts, impossible à arrêter, impossible à récupérer. Chaque minute perdue ne revient jamais, et chaque retard devient une marque qui laisse une trace sur votre réputation. Être en retard n'est pas seulement arriver en retard, c'est envoyer un message silencieux que la vie des autres vaut moins que la vôtre, que leurs agendas, engagements et attentes peuvent attendre parce que vos excuses sont plus importantes. Cette perception détruit le respect plus rapidement qu'une insulte directe. La ponctualité ne concerne pas seulement les montres ou les calendriers, elle concerne le caractère. Quelqu'un qui respecte le temps des autres démontre de la discipline et de la considération. En revanche, celui qui est constamment en retard projette du désordre, un manque de sérieux et une absence de contrôle personnel. Marc Aurèle rappelait que nous ne devons pas agir comme si nous allions vivre éternellement, parce que chaque instant compte. Être en retard érode la confiance, tant sur le plan personnel que professionnel. Les amis et la famille se lassent d'attendre. Les patrons et les collègues perdent foi en votre responsabilité. Les partenaires et les clients perçoivent que vous n'êtes pas fiable. Peut-être ne vous le disent-ils pas, mais ils le pensent. Chaque retard est une brique de plus dans le mur qui vous sépare du respect. Et lorsque l'habitude se répète, les gens cessent de compter sur vous, même si vous êtes talentueux dans d'autres domaines. Épictète enseignait que la véritable liberté est obtenue en gouvernant ses propres actions. Arriver à l'heure est une preuve de maîtrise personnelle, que vous êtes maître de votre vie et non esclave du désordre. Sénèque soulignait qu'il n'y a pas de ressource plus précieuse que le temps. Et pourtant, ceux qui sont en retard agissent comme s'il était le moins cher. Le respect du temps commence par vous-même et ce n'est qu'alors qu'il se projette sur les autres. La ponctualité est aussi une forme d'humilité. Cela signifie reconnaître que votre vie n'est pas plus importante que celle des autres, que leur temps mérite la même considération que le vôtre. Arriver à l'heure convenue est un geste simple mais puissant. Il transmet que vous appréciez l'autre, que sa présence compte et que votre parole a du poids. Cette constance, répétée encore et encore, construit une réputation solide. Le manque de ponctualité, en revanche, est toujours accompagné d'excuses. Le trafic, les imprévus, l'horloge que vous n'avez pas vue. Mais les excuses ne gomment pas la réalité. Vous n'avez pas planifié, vous ne vous êtes pas anticipé, vous n'avez pas accordé l'importance nécessaire. Et chaque excuse, loin de réparer le manque, érode davantage votre crédibilité. Les gens respectent ceux qui assument leurs erreurs et s'améliorent,
pas ceux qui se justifient par des phrases vides. Pratiquer la ponctualité, c'est entraîner la discipline. Cela signifie planifier à l'avance, organiser la journée, laisser de la marge pour l'inattendu. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect. Chaque fois que vous arrivez à l'heure, vous démontrez de l'autocontrôle. Vous envoyez un message silencieux de sérieux et vous semez la confiance. Cette confiance devient un atout inestimable qui ouvre des portes dans n'importe quel environnement. La ponctualité est le miroir de votre caractère. Celui qui arrive à l'heure démontre de l'ordre, celui qui est en retard reflète le chaos. Chaque minute respectée est un signe d'intégrité, chaque retard répété est un signe de faiblesse. Dans un monde où la majorité se contente de justifier son désordre, vous vous démarquerez non pas par des discours, mais par des actes. Et peu d'actes pèsent autant que d'apparaître au moment exact où vous avez dit que vous le feriez. 8. Remercie plus que tu ne critiques. Le feu peut réchauffer et donner la vie, mais il peut aussi tout consumer s'il n'est pas contrôlé. C'est ainsi avec la critique constante. Elle commence comme une étincelle qui semble innocente et finit par incendier la confiance et le respect que les autres avaient pour toi. Critiquer sans mesure érode ton image, car elle te transforme en quelqu'un qui voit toujours des défauts, quelqu'un qui ne reconnaît jamais le bien, quelqu'un dont la voix est associée à la négativité. Et personne ne respecte celui qui se concentre uniquement sur le fait de pointer les erreurs sans pouvoir reconnaître les mérites. La critique excessive ne reflète pas l'intelligence, elle reflète l'insécurité. Celui qui critique tout projette un manque de maîtrise intérieure, une incapacité à construire, un vide qui cherche à se remplir en abattant les autres. Sénèque avertissait que rien ne révèle plus une personne que ce sur quoi elle insiste encore et encore. Si ton discours tourne uniquement autour du mal, les autres te perçoivent comme quelqu'un de petit, incapable d'élever l'ambiance. La gratitude, en revanche, est un signe de grandeur. Remercier ne signifie pas ignorer les erreurs. Cela signifie reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à valoriser, même au milieu des échecs. Épictète enseignait que tu ne contrôles pas l'extérieur, mais comment tu interprètes ce qui se passe. Choisir la gratitude, c'est montrer que ton regard va au-delà du négatif, que tu as la force de te concentrer sur ce qui construit. Cette attitude génère du respect, car seul quelqu'un de fort peut maintenir la gratitude dans un monde plein de raisons de se plaindre. La critique vide pollue les relations. Personne n'aime être près de quelqu'un qui trouve toujours un mais. Peu à peu, cette personne est évitée, car parler avec elle est un fardeau. Au contraire, celui qui pratique la gratitude transmet une énergie différente, fait sentir aux autres que leur présence a de la valeur, que leurs efforts sont reconnus. Et cette reconnaissance renforce les liens et crée la confiance. Marc Aurèle rappelait que la vie dépend de la qualité de tes pensées. Critiquer constamment révèle des pensées empoisonnées. Remercier révèle un esprit discipliné et clair. Ce que tu dis aux autres finit par modeler ce que tu es. Parler avec gratitude ne signifie pas être naïf. Cela signifie être conscient que même les difficultés contiennent des leçons et que même les personnes avec des défauts peuvent t'enseigner quelque chose. Cette vision transforme chaque jour en une opportunité de grandir. La gratitude renforce également la réputation professionnelle. Un leader qui ne fait que critiquer démoralise son équipe, mais un leader qui sait remercier multiplie l'engagement de ceux qui l'entourent. Il en va de même dans la vie personnelle. Un partenaire, un ami, un membre de la famille qui reçoit constamment de la gratitude se sent valorisé et rend le respect. Il ne s'agit pas de ne pas signaler les erreurs, il s'agit d'équilibrer. La critique juste est nécessaire, mais lorsqu'elle devient une habitude constante, elle perd son sens et devient du bruit. En revanche, remercier même pour les petites choses démontre une vision et une maturité. La personne qui sait reconnaître le bien inspire confiance, car elle montre qu'elle n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se hisser elle-même. Pratiquer la gratitude exige une discipline quotidienne.
Cela signifie entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui est et non seulement sur ce qui manque. Cela signifie choisir des mots qui construisent plutôt que des mots qui érodent. Chaque remerciement sincère est une brique qui renforce ta réputation. Chaque critique excessive est un marteau qui la détruit. Et quand tu comprends cette différence, tu décides avec plus de soin quel type de voix tu veux être dans la vie des autres. La trahison n'est pas une erreur, c'est un coup qui secoue tout ton monde. Elle ne s'arrête pas à l'acte, elle s'ancre dans l'esprit, ronge la confiance et brise le calme. Peu importe si elle vient d'un ami, d'un partenaire ou de quelqu'un de ton propre sang, elle blesse toujours plus qu'elle ne le montre. La trahison n'est pas oubliée, elle laisse des cicatrices invisibles qui accompagnent chaque pensée, chaque doute et chaque souvenir. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est qu'elle ne détruit pas seulement la personne trahie. Le traître est également marqué, même s'il le cache derrière de faux sourires et des excuses. Il vit piégé dans une insomnie qui le poursuit, dans une culpabilité qui ne se tait jamais et dans une solitude qui grandit avec le temps. C'est la conséquence inévitable. Celui qui trahit creuse sa propre ruine. Maintenant, c'est à toi de décider quoi faire de ce coup. Tu peux te noyer dans le ressentiment ou le transformer en discipline. Tu peux laisser la trahison te voler ta paix ou tu peux reprendre le contrôle de toi-même et construire un caractère impossible à briser. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il l'affronte et la transforme en force. Car le véritable pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de devenir intouchable, de faire en sorte qu'aucun acte extérieur ne puisse ébranler ton intérieur. Reste jusqu'à la fin. Car ici, tu découvriras 8 pratiques stoïciennes qui non seulement t'apprendront à surmonter la blessure, mais aussi à la transformer en ton plus grand avantage. Parce que la trahison détruit celui qui la commet, mais toi, si tu choisis bien, elle peut t'élever au-dessus de tout. 1. Ne laisse pas la trahison définir ta valeur. C'est comme quand quelqu'un met le feu à une maison de l'intérieur. L'incendie commence petit, presque invisible, mais il consume bientôt les murs, le toit et tout ce qui était calme. C'est ainsi que fonctionne la trahison. Elle ne détruit pas seulement la confiance envers celui qui t'a fait défaut, mais elle menace aussi d'incendier ta propre sécurité et ta perception de la valeur. Le premier réflexe de celui qui a été trahi est de se blâmer, de se demander ce qu'il a fait de mal, s'il n'a pas été suffisant ou si quelque chose en lui a provoqué cette tromperie. Et c'est là que la blessure devient plus profonde, car la douleur externe se transforme en un ennemi interne qui commence à ronger l'estime de soi. Ne laisse pas la trahison définir qui tu es. Ta valeur ne dépend pas des actes des autres, mais de ton intégrité, de ta discipline et de ta capacité à rester ferme, même quand quelqu'un brise ce qui semblait indestructible. Les stoïciens enseignaient que l'extérieur est hors de ton contrôle. La trahison appartient au domaine de l'extérieur, mais l'interprétation que tu lui donnes, ça t'appartient. Si tu décides que cette trahison signifie que tu ne vaux rien, tu te chaînes toi-même à l'erreur de l'autre. Mais si tu la vois comme un test, comme un entraînement brutal qui te pousse à grandir, tu la transformes en ton allié. Le conseil ici est clair, ne remets pas ton identité entre les mains des autres. Quand quelqu'un te fait défaut, rappelle-toi que ce qui a été mis en évidence, c'est sa faiblesse, pas la tienne. Pratique l'habitude de te séparer émotionnellement de l'action du traître. Fais-le à travers des exercices simples. Écris chaque jour 3 raisons pour lesquelles ta valeur ne dépend pas des autres, mais de ce que tu fais, penses et construis. Répète des affirmations internes qui renforcent ton esprit, non pas comme des phrases vides, mais comme des rappels pratiques. Je suis toujours intègre, je suis toujours discipliné, je suis toujours maître de mon caractère. Évite de t'entourer de personnes qui alimentent l'idée que ta valeur dépend de la reconnaissance externe. Il est facile de se laisser entraîner par les voix qui disent que tu as été naïf, que tu n'as pas su voir les signes ou que tu méritais plus. Mais la vérité stoïcienne est que la méritocratie n'est pas dictée par la trahison, mais par ta propre cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Pour ne pas tomber dans le piège que la trahison te définit,
Apprends à pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas la froideur, cela signifie mettre chaque chose à sa place. Ce qui dépend de toi, prends-en soin et renforce-le. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le et laisse-le partir. La prochaine fois que la blessure voudra te parler avec la voix du doute, rappelle-toi cette image. Le feu que quelqu'un a allumé dans ta maison n'a pas à consumer ton essence. Tu décides si tu l'éteins avec discipline et calme, ou si tu laisses détruire ta valeur. Parce que la trahison ne définit pas qui tu es, elle révèle seulement qui tu es capable de devenir lorsque tu choisis de ne pas te prosterner devant elle. 2. Distingue entre les faits et les jugements. Quand un éclair frappe au milieu du champ, il brûle la terre sans demander la permission. C'est un fait, un événement qui se produit peu importe ce que tu penses. Mais si quelqu'un observe le même éclair, il peut dire que c'était un signe, un châtiment ou même une bénédiction. C'est le jugement, l'interprétation que l'esprit ajoute à ce qui s'est passé. La trahison fonctionne de la même manière. Le fait est clair, quelqu'un a brisé ta confiance. Ce que tu fais ensuite avec ce fait détermine si tu te noies dans la douleur ou si tu le transformes en apprentissage. Les stoïciens répétaient encore et encore que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais les jugements que nous portons sur eux. La première pratique est d'apprendre à séparer ce qui s'est réellement passé de l'histoire que ton esprit commence à se raconter. Écrire peut être un exercice puissant. Prends un cahier et note froidement ce qui s'est passé, sans adjectifs, sans émotion, juste des faits. Par exemple, j'ai fait confiance à cette personne, j'ai partagé ceci, telle action s'est produite. Ensuite, dans une autre colonne, écris ce que tu as pensé à ce sujet. Il m'a trahi parce que je ne vaux rien, il m'a trompé parce que je suis faible. En regardant les deux colonnes, tu remarqueras que la blessure s'approfondit plus dans les jugements que dans les faits. Le deuxième conseil est de former ton langage interne. Quand tu parles à toi-même, élimine les étiquettes qui augmentent la charge émotionnelle. Au lieu de répéter « on m'a trahi parce que je ne mérite pas de respect », change pour « on m'a trahi ». Et c'est une décision qui parle d'eux, pas de moi. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec la répétition, cela devient une discipline qui nettoie ton esprit des pensées qui ne te correspondent pas. L'objectif n'est pas de nier ce qui s'est passé, mais de le regarder avec des yeux plus fermes et moins contaminés. Une autre étape importante est de pratiquer la pause avant de réagir. La trahison suscite la colère, la tristesse et le désir de vengeance, mais toutes ces réponses naissent de jugements précipités. Quand l'émotion t'envahit, respire profondément et rappelle-toi, c'est le fait, le reste sont des interprétations. Cette habitude de t'arrêter ne serait-ce que quelques secondes ouvre la possibilité d'agir avec clarté au lieu de te laisser emporter par la tempête. Pour renforcer cette pratique dans la vie quotidienne, cherche des petits entraînements quotidiens. Si quelqu'un te parle brusquement, au lieu de supposer que c'est une attaque personnelle, pense au fait. Cette personne a parlé de telle manière. Le jugement qu'il ne me respecte pas ou me déteste est quelque chose que tu ajoutes. Plus tu t'exerces dans des situations petites, plus il sera facile de l'appliquer quand un vrai coup comme la trahison arrivera. Rappelle-toi que l'esprit peut être ton allié ou ton bourreau. Si tu confonds les faits avec les jugements, tu vivras emprisonné dans une prison invisible. Mais si tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont, tu te libères du poids inutile et tu reprends le contrôle. Parce que la trahison fait mal, oui, mais ce qui te blesse le plus n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides de penser après. 3. Établis des limites internes inébranlables. La mer peut recevoir des milliers de tempêtes, mais elle ne permet jamais que le sel de l'océan la transforme en quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Ainsi doivent être tes limites internes, un mur invisible qui protège ta paix, même si le monde essaie de la traverser. La trahison fait mal parce qu'elle franchit des frontières que tu croyais sûres, mais la plus grande erreur est de penser que ces frontières dépendent des autres. Les véritables limites naissent en toi et ne peuvent être violées si tu apprends à les renforcer chaque jour. Le premier conseil pour y parvenir est d'identifier clairement ce que tu n'es pas prêt à négocier. Il ne s'agit pas de dresser des murs contre tout le monde, mais de reconnaître tes valeurs essentielles.
Écris-les et garde-les à l'esprit. Respect, honnêteté, discipline, sérénité. Lorsque quelqu'un essaie de briser ta confiance, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas du fait qu'on te respecte, mais du fait que tu ne trahis pas ses principes. Cela fait de la trahison un miroir. Elle révèle qui a rompu son intégrité, mais aussi qui a su la maintenir. La deuxième étape est de former la réponse intérieure. Une limite inébranlable ne s'exprime pas toujours par des crises ou des confrontations. Parfois, c'est aussi simple qu'un silence ferme ou un retrait paisible. Tu n'as pas à justifier chaque décision, ni à expliquer pourquoi tu choisis de t'éloigner de ce qui te fait du mal. La pratique stoïcienne enseigne que la sérénité est la plus grande preuve de force. En ne réagissant pas avec colère, tu montres que ta paix n'est pas à vendre et que personne n'a le pouvoir de la contrôler. Un autre conseil est de prendre soin de ton cercle proche. Les trahisons ont tendance à se répéter lorsque tu acceptes de t'entourer de personnes qui ne respectent pas tes valeurs. Établir des limites signifie aussi choisir avec qui tu partages ton temps, ton énergie et tes secrets. Demande-toi si ceux qui t'entourent renforcent ta discipline ou l'érodent. Si la réponse n'est pas claire, observe les actions plutôt que les paroles. Le traître se trahit toujours dans les détails, et ta tâche est d'être attentif sans perdre ton calme. Pour renforcer cette pratique, conçois de petits entraînements quotidiens. Dis non quand quelque chose ne te convient pas, même si c'est inconfortable. Retire-toi d'une conversation qui dégrade ton énergie. Garde le silence quand tu ressens le besoin de te justifier. Chaque action de ce type renforce le mur interne et te prépare à résister à de plus grandes trahisons. L'objectif est que personne ne puisse te renverser parce que tes limites ne sont pas à l'extérieur, mais dans le caractère que tu construis jour après jour. Souviens-toi que celui qui n'a pas de limite devient un terrain facile pour quiconque veut en profiter. La trahison n'est pas seulement un coup, c'est aussi un avertissement. Si tu apprends à établir des frontières fermes, non pas par peur, mais par clarté, tu deviens quelqu'un qui peut marcher en paix, même au milieu de la tempête. Parce qu'au final, la véritable liberté consiste à ne permettre à rien ni à personne de pénétrer là où tu décides seul d'avoir le contrôle. 4. Conçois ta routine de paix. Le chaos ne prévient pas, il apparaît comme un voleur dans la nuit et désordonne tout ce qui semblait stable. La trahison agit de la même manière, elle frappe sans prévenir et laisse derrière elle un vide de questions et un écho de colère. Si tu n'as pas un refuge interne, ce chaos finit par s'emparer de ton esprit et par t'entraîner avec lui. C'est pourquoi il est essentiel de créer une routine de paix, un espace qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce que tu construis chaque jour avec discipline et clarté. Le premier conseil est de commencer par les matins. Le réveil donne le ton de toute la journée, et celui qui a subi une trahison a tendance à ouvrir les yeux avec un poids invisible, revivant ce qui s'est passé. Ici, la pratique stoïcienne consiste à anticiper le coup de la mémoire. Consacre les premières minutes à respirer profondément, à écrire dans un cahier ou à méditer en silence. Il ne s'agit pas de rituels vides, il s'agit d'entraîner l'esprit à se rappeler que ce qui compte, c'est comment tu choisis de commencer, pas ce qu'on t'a fait hier. Une autre étape essentielle est d'organiser tes journées avec des actions qui nourrissent le calme. Concevoir une routine de paix ne signifie pas remplir ta journée d'activités, mais d'habitudes qui agissent comme des ancres. Cela peut être sortir pour une promenade, lire quelques pages d'un livre qui t'inspire, entraîner ton corps pour libérer la tension, ou simplement prendre 10 minutes pour te déconnecter du bruit. L'important est que ces pratiques deviennent constantes, car la discipline est ce qui transforme la paix en quelque chose de réel et non en un désir abstrait. Le troisième conseil est d'apprendre à protéger ton esprit de la surcharge. Après une trahison, il est facile de se réfugier dans les réseaux sociaux, les conversations interminables ou les distractions qui ne font qu'alimenter le malaise. Ici, la limite consciente entre en jeu. Consacre des moments spécifiques au repos numérique et entoure-toi d'environnements qui ne multiplient pas ton anxiété.
Le silence bien géré est plus puissant que 1000 mots répétés sans sens. Pour renforcer cette pratique, fais-en un engagement envers toi-même. Établis une routine nocturne qui clôture la journée avec clarté. Avant de dormir, passe en revue brièvement ce que tu as bien fait, ce que tu peux améliorer, et remercie au moins une chose, aussi petite soit-elle. Les stoïciens pratiquaient cette révision quotidienne parce qu'ils comprenaient que la paix ne se trouve pas par accident. Elle se conçoit avec de petits pas qui se répètent jusqu'à devenir une partie de ton caractère. Celui qui n'a pas de routine de paix est à la merci de n'importe quelle tempête. En revanche, celui qui la cultive devient un terrain fertile qui fleurit même après l'incendie. La trahison peut briser la confiance extérieure, mais elle n'a pas à voler la tranquillité intérieure si tu apprends à la construire tous les jours. Parce que la paix n'est pas un cadeau, c'est une conception consciente. Et quand tu la transformes en ta routine quotidienne, aucun coup ne peut te la dérober. 5. Redessine ton futur avec intention. Un verre cassé ne redevient jamais le même si tu le colles soigneusement. Les fissures restent, l'éclat change, et la forme n'est plus la même. C'est ainsi que fonctionne la vie après une trahison. Le passé ne peut pas être refait, mais le futur peut être redessiné avec de nouvelles lignes qui n'existaient pas auparavant. S'accrocher à ce qui a été brisé ne fait que prolonger la douleur, tandis que tracer une nouvelle carte ouvre la possibilité de marcher avec plus de clarté et de but. La première étape est d'accepter que la trahison a modifié ton parcours. Faire semblant que rien ne s'est passé, c'est te tromper toi-même et permettre que le coup continue de contrôler ta vie depuis l'ombre. La pratique stoïcienne, ici, consiste à reconnaître le fait sans le dramatiser, à le regarder en face et à dire « ceci s'est produit, et maintenant je décide de ce que je vais faire avec ce qui reste ». Cette décision marque le début de la refonte, car elle place le pouvoir de ton destin entre tes mains et non dans celle du traître. Le deuxième conseil est de fixer de nouveaux objectifs avec intention. Après une trahison, beaucoup de personnes restent coincées dans l'obsession de comprendre pourquoi cela s'est produit, comme si trouver des réponses effaçait la blessure. Mais ce cercle ne fait que consommer de l'énergie. Au lieu de cela, établis des objectifs clairs qui répondent à ton essence et non à ton ressentiment. Demande-toi quel projet tu as mis de côté, quelles relations méritent d'être cultivées, quelles habitudes peuvent renforcer ton caractère. Chaque objectif doit être une brique dans la construction d'un futur où ta valeur ne dépend de personne d'autre. Le troisième conseil est de visualiser ton chemin avec des actions concrètes. Il ne suffit pas de rêver d'un futur différent, il faut le traduire en discipline. Si tu désires la paix, incorpore des pratiques quotidiennes de silence et de réflexion. Si tu veux de la force, engage-toi dans l'exercice physique et mental. Si tu cherches des liens authentiques, apprends à choisir soigneusement qui tu laisses entrer dans ton cercle. Le futur ne se dessine pas avec des mots, il se sculpte avec des décisions répétées jour après jour. Il est également important de nettoyer les restes du passé. Garder des messages, des souvenirs ou des routines qui te lient à la trahison, c'est comme garder des cendres sur la table, en espérant qu'un jour, elles redeviennent du feu. Libère-toi de ce qui n'a plus de sens, non pas avec colère, mais avec la clarté que ces pièces ne s'intègrent pas dans ton nouveau design. Le détachement n'efface pas la mémoire, mais il te donne de l'espace pour construire quelque chose de différent. N'oublie pas que redessiner ton futur n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux éviter que la trahison ne devienne ta prison. Chaque nouvelle ligne que tu traces est une déclaration que ta vie n'est pas restée liée à ce qu'on t'a fait, mais qu'elle avance vers ce que tu décides d'être. Et quand tu marches avec cette intention, la trahison cesse d'être une fin et devient le début d'un horizon que tu as toi-même dessiné. 6. Fais de ton silence ton arme la plus puissante. Le tranchant d'une épée brille, mais le silence coupe plus profondément. Celui qui maîtrise le silence n'est jamais désarmé, car il apprend à répondre sans gaspiller son énergie en paroles inutiles. La trahison pousse à parler, à crier, à exiger des explications qui arrivent rarement. Cependant, l'expérience montre que le bruit ne fait qu'alimenter le traître et épuise le trahi.
Le silence, en revanche, protège l'esprit, renforce le caractère et démontre un pouvoir qui n'a pas besoin de validation. Le premier conseil est de comprendre que le silence ne signifie pas faiblesse. Se taire n'est pas se rendre, c'est choisir intelligemment quelle bataille mérite ta voix. Le traître attend ta réaction pour se justifier ou pour continuer à faire du mal, mais quand tu choisis le silence, tu lui arraches ce terrain. Pratique cette discipline au quotidien. Évite de répondre immédiatement à une provocation. Prends quelques secondes avant de réagir et tu verras comment le calme devient ton bouclier le plus solide. Le deuxième conseil est d'utiliser le silence comme espace de construction intérieure. La trahison laisse du bruit dans l'esprit, des pensées qui tournent sans cesse. Si tu ne les interromps pas, elles te consument. Consacre du temps chaque jour à t'asseoir en silence, sans distraction, juste avec toi-même. Cette simple pratique t'entraîne à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Le silence n'est pas vide, c'est un atelier où l'esprit se réorganise et la sérénité se renforce. Un autre aspect clé est d'appliquer le silence comme filtre dans tes relations. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas d'explication. Quand quelqu'un brise ta confiance, souvent la chose la plus sage à faire est de te retirer sans discours. Le silence communique plus que 1000 arguments, car il montre clairement que tu n'as pas l'intention de t'engager dans des jeux émotionnels. Cette fermeté, bien qu'elle semble invisible, impose le respect et trace une limite que peu osent franchir. Pour le pratiquer au quotidien, établis des moments spécifiques de déconnexion. Éteins le bruit numérique, évite les conversations inutiles et cultive des pauses conscientes tout au long de la journée. Chaque instant de silence est une opportunité pour récupérer de l'énergie, clarifier l'esprit et renforcer ta discipline. Quand tu apprends à apprécier ces espaces, tu découvres que le silence n'est pas absence, mais présence pleine. Souviens-toi que celui qui maîtrise le silence n'est jamais vulnérable. La trahison peut essayer de t'arracher des mots, mais ta force se mesure à ta capacité de ne pas en donner plus que nécessaire. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, à expliquer et à se justifier, le silence devient une arme rare et redoutée. Parce que quand tu choisis de te taire non pas par lâcheté, mais par clarté, tu montres que ta paix ne dépend pas des confrontations, mais d'un contrôle interne que personne ne peut te prendre. 7. Transforme la blessure en entraînement. La blessure ouverte fait mal, mais elle révèle aussi où se trouve la partie du corps qui a besoin de plus de force. La trahison agit de la même manière, elle frappe à l'endroit le plus vulnérable et le transforme en un rappel de ce qui doit être travaillé. Cette cicatrice qui dérange tant peut être vue comme une marque de faiblesse ou comme le signe que tu as survécu et que tu as maintenant l'opportunité de former ton caractère avec plus de discipline qu'avant. Le premier conseil est de ne pas nier la blessure. Prétendre que cela ne fait pas mal ne fait que prolonger le mal. Reconnais la trahison, nomme-la, ressens son poids, mais ensuite change la direction de ton regard. La question ne doit pas être pourquoi cela m'est arrivé, mais que puis-je faire avec ce qui m'est arrivé. C'est la pratique stoïcienne, accepter la réalité sans résistance inutile, et ensuite l'utiliser comme matière première pour grandir. Le deuxième conseil est de transformer la douleur en habitude constructive. Chaque fois que la mémoire te rappelle ce qui s'est passé, au lieu de nourrir la colère, utilise cette énergie dans des entraînements concrets. Sors courir pour libérer la tension, écris dans un journal ce que tu ressens, consacre des heures à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. La trahison devient un moteur qui pousse à s'améliorer, à condition que tu décides de canaliser l'énergie vers l'avant plutôt que de rester coincé dans le passé. Une autre pratique essentielle est de réinterpréter la cicatrice comme un symbole de force. Au lieu de la cacher, regarde-la comme une preuve que tu as résisté à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Cette perspective change tout, car elle cesse d'être une marque de honte et se transforme en l'emblème de quelqu'un qui s'est entraîné dans l'adversité. Chaque blessure apporte une leçon, et le véritable entraînement consiste à apprendre à la voir clairement au lieu de répéter l'histoire avec amertume. Pour renforcer ce processus,
Conçois de petits défis quotidiens qui te poussent à renforcer ce que la trahison a affaibli. Si ta confiance a été affectée, pratique l'ouverture petit à petit avec des personnes dignes de respect. Si ta estime de toi a été endommagée, engage-toi à atteindre des objectifs simples qui confirment ta discipline. Si ta tranquillité a été perturbée, consacre du temps à des exercices de respiration ou de méditation. La clé est de s'entraîner sur le même terrain où la blessure a eu lieu, jusqu'à ce que la vulnérabilité devienne une force. Souviens-toi que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. La trahison peut te laisser une marque, mais c'est toi qui décides si cette marque sera le signe d'une défaite ou la preuve d'un entraînement surmonté. Chaque fois que la cicatrice tente de te rappeler ce que tu as perdu, pense aussi à ce qu'elle dit de ce que tu as gagné. La résistance, la discipline et la clarté que tu portes maintenant en toi. Transformer la blessure en entraînement, c'est choisir que ton histoire ne se termine pas par le coup, mais par la force qui est née grâce à lui. 8. Deviens intouchable depuis ta paix. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve plus de bois à consumer. Il en va de même pour la trahison. Elle se nourrit de la douleur qu'elle laisse en toi. Mais lorsque tu atteins un état de paix intérieure, elle n'a plus de carburant. Celui qui parvient à construire cette tranquillité devient intouchable, car aucun mot, action ou tromperie externe n'a le pouvoir de détruire ce qui est déjà solide à l'intérieur. C'est l'objectif stoïcien. Atteindre une forteresse silencieuse qui ne dépend de personne d'autre. Le premier conseil est de comprendre que la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est la maîtrise de soi au milieu de n'importe quelle tempête. Tu peux être entouré de traîtres, de personnes qui essaient de te blesser ou de te mépriser, mais si ton esprit est entraîné à ne pas réagir impulsivement, tu as déjà gagné. Pratique l'observation de tes émotions chaque jour. Identifie quand la colère veut sortir, quand la tristesse veut te dominer, et apprends à répondre avec calme au lieu de te laisser emporter. Le deuxième conseil est de cultiver des habitudes qui renforcent cette paix, comme s'il s'agissait de murs internes. La méditation quotidienne, l'écriture réflexive et l'activité physique sont des outils pratiques pour maintenir ton esprit et ton corps en équilibre. Ne sous-estime pas la simplicité, car ce sont les petites routines qui forment une base solide. Si chaque jour tu entraînes ta tranquillité, chaque jour tu réduis le pouvoir de l'extérieur sur toi. C'est ainsi que tu construis la véritable intouchabilité. Une autre étape importante est de redéfinir tes liens. Tu ne peux pas empêcher l'existence de personnes qui trahissent, mais tu peux choisir avec qui tu partages ton énergie. Choisis des environnements où ta paix n'est pas une exception, mais la norme. Cela ne signifie pas t'isoler, cela signifie donner la priorité à ceux qui apportent sérénité et respect. Lorsque ton cercle reflète la tranquillité que tu portes en toi, ta capacité à la maintenir, même face à des attaques externes, est renforcée. Tu dois également apprendre à utiliser la perspective stoïcienne en tout temps. Rappelle-toi la dichotomie du contrôle. Ce que font les autres est hors de tes mains, mais ta réponse dépend toujours de toi. Ce rappel constant transforme chaque trahison en un test réussi et non en une chaîne qui te lie. Répète-toi, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, mais je peux toujours contrôler ce que je décide d'être. Cette phrase, vécue avec discipline, est la clé de la liberté. Devenir intouchable ne signifie pas devenir de pierre ou perdre sa sensibilité. Cela signifie que rien ne peut ébranler la racine de ton caractère. Tu peux ressentir de la douleur, tu peux reconnaître la blessure, mais tu ne donnes jamais le pouvoir de ta paix à quelqu'un d'autre. Cette sérénité devient ton plus grand bouclier, ta forteresse la plus claire et la marque que tu as appris à vivre selon tes propres règles. Parce qu'à la fin, lorsque tu atteins la paix qui ne dépend pas de l'extérieur, tu découvres qu'aucun acte de trahison ne peut vraiment te toucher. 9. Fais de la patience ta victoire silencieuse. Le bambou met des années à pousser sous terre avant de pointer le bout de son nez à la surface. Pendant ce temps invisible à l'œil, il semble que rien ne se passe, mais en réalité, il construit des racines profondes qui le soutiendront lorsqu'il s'élèvera enfin vers le ciel. C'est ainsi que fonctionne la patience face à la trahison.
Alors que d'autres attendent des réactions immédiates ou des explosions de colère, tu travailles en silence, renforçant ton intérieur pour que, le moment venu, rien ne puisse te faire tomber. Le premier conseil est d'accepter que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. La trahison blesse et ses cicatrices ont besoin de temps. Ne prétends pas te guérir en une semaine, ni faire semblant que tout va bien immédiatement. La pratique stoïcienne consiste à comprendre que chaque processus a son rythme naturel et que le précipité ne fait que prolonger la souffrance. Permets-toi d'avancer pas à pas, sans anxiété pour des résultats rapides. Le véritable progrès se produit dans l'invisible, dans chaque pensée que tu choisis d'apaiser, dans chaque impulsion que tu décides de maîtriser. Le deuxième conseil est de s'entraîner à l'attente active. La patience ne signifie pas rester les bras croisés, mais utiliser le temps pour grandir. Pendant que ta blessure guérit, renforce ta discipline par des actions concrètes. Étudie, fais de l'exercice, écris, travaille sur ton but. Chaque jour investi dans ton développement est une brique de plus dans le mur qui te protégera des futurs coups. En te concentrant sur toi, tu transformes l'attente en construction et la patience en stratégie. Une autre étape fondamentale est de résister à la tentation de chercher une justice immédiate. Le désir de vengeance est naturel, mais il a servi. Tu penses que répondre de la même manière te donnera la paix, alors qu'en réalité, tu ne fais que prolonger la blessure. Fais confiance au fait que le traître porte son propre châtiment. Insomnie, culpabilité, méfiance. Ta tâche n'est pas d'accélérer ce processus, mais de rester ferme sur ton chemin. La patience ici est une supériorité silencieuse, car pendant que l'autre se consume dans sa tempête, tu continues à grandir sans regarder en arrière. Pour appliquer cette pratique au quotidien, habitue-toi à mettre de la distance entre l'émotion et l'action. Lorsque tu ressens l'urgence de réagir, respire et attends. Compte ton calme en minutes, heures ou jours si nécessaire. Cette pause n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Plus tu entraînes cette habitude dans des situations mineures, plus il sera facile de l'appliquer dans des moments de trahison profonde. La patience devient un muscle qui se renforce à chaque utilisation. Rappelle-toi que la véritable victoire n'est pas de prouver quelque chose à l'extérieur, mais d'atteindre la sérénité à l'intérieur. Le bambou qui a passé des années à pousser sous terre s'élève un jour avec une force irrésistible. Toi aussi, en cultivant la patience, tu te prépares à atteindre une hauteur que la trahison ne pourra jamais toucher. Fais de ton attente un entraînement, de ton calme une stratégie et de ta patience la preuve que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi. 10. Transforme le passé en fondation, pas en prison. Le miroir brisé reflète ton visage en 1000 fragments, mais cela ne signifie pas que tu cesses d'être un seul. La trahison fait la même chose. Elle divise ton histoire en morceaux et te fait croire que tu ne seras plus jamais complet. La vérité est que ces fissures n'ont pas à devenir des chaînes. Elles peuvent se transformer en fondations sur lesquelles se construit ta nouvelle forteresse. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être resignifié pour qu'il cesse d'être un lieu de confinement et devienne le sol solide sur lequel tu construis ton futur. Le premier conseil est d'arrêter de revivre ce qui s'est passé comme si cela se produisait encore. L'esprit a tendance à piéger la trahison dans un cycle de répétition, mais chaque souvenir nourri est une brique de plus dans la prison. La pratique stoïcienne consiste à accepter que ce qui s'est passé ne dépend plus de toi. Tu n'as pas de pouvoir sur ce qui est derrière toi, mais tu as le pouvoir sur la façon dont tu décides de t'en souvenir. Choisis de voir la blessure comme une leçon et non comme une condamnation. Le deuxième conseil est de transformer chaque souvenir en leçon pratique. Demande-toi ce que cette trahison a révélé sur toi-même. Quelle faiblesse elle a montrée? Quelle valeur elle a réaffirmée? Écris ces leçons et transforme-les en rappels quotidiens. De cette façon, le passé cesse d'être un poids mort et devient un maître sévère, mais juste. Chaque trahison peut t'apprendre à être plus prudent, plus discipliné et plus ferme dans tes décisions. Une autre étape importante est de clairement fermer ce qui n'a plus de place dans ta vie.
Garder des objets, des messages ou des rituels qui te lient à la douleur, c'est comme visiter constamment la cellule d'une prison dont tu es déjà sorti. Fais un nettoyage conscient, non pas avec colère, mais avec fermeté. En te débarrassant de ce qui te rappelle la blessure, tu envoies un message à ton esprit. Cela a déjà rempli son but, maintenant je marche vers l'avant. La clé finale est d'utiliser le passé comme base pour un but plus grand. Chaque trahison que tu as subie t'a donné une perspective que d'autres n'ont pas. Si tu choisis bien, tu peux transformer cette expérience en force pour inspirer, enseigner ou construire des relations plus authentiques. Le passé cesse d'être un ennemi lorsque tu le mets au service de ta croissance. C'est la différence entre vivre piégé et vivre avec direction. Rappelle-toi qu'un miroir brisé peut toujours refléter la lumière si tu sais le placer sous le bon angle. Ton histoire n'est pas un ensemble de ruines, c'est la preuve que tu as survécu à ce qui aurait pu te détruire. Transforme ces fissures en fondation et la trahison en une base solide à partir de laquelle personne ne pourra démolir ce que tu décides de construire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret. Le silence n'est pas vide, c'est une présence pure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de te taire quand on s'attend à ce que tu exploses, tu désarmes l'autre et tu récupères le contrôle qu'il voulait te prendre. Parce que le silence n'est pas une reddition, c'est une domination. Tu domines ton impulsion, tu domines la situation et surtout, tu te domines toi-même. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler plus fort, celui qui sait se taire devient un mystère. Et le mystère est pouvoir. Le silence n'a pas besoin d'explication ni de justification. Il ne supplie pas, il ne mendie pas, il ne s'épuise pas. Il s'impose simplement, forçant les autres à affronter leurs propres insécurités. Quand tu ne réagis pas, tu brises l'illusion de contrôle de ceux qui cherchent à te provoquer. Soudain, leur apparente confiance se transforme en doute, leur attaque perd de sa force et leur ego commence à vaciller. C'est ce que fait le silence. Il change la dynamique du pouvoir, inverse le jeu et prouve que tu ne dépends de personne pour rester fort. Cette vidéo est une déclaration claire. Le silence est ta plus grande force. Ce n'est pas une punition, c'est une discipline. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Ce n'est pas une absence, c'est un message qui crie plus fort que 1000 mots. Reste jusqu'à la fin, car ici tu découvriras 8 leçons pratiques pour transformer ton silence en une arme de respect, en un miroir de dignité et en la preuve définitive de ton pouvoir personnel. 1. Choisis le silence plutôt que la réaction. Le feu qui brûle le plus fort n'est pas toujours celui qui crépite et fait du bruit, mais celui qui reste ferme, constant, presque invisible à première vue. Ce feu silencieux consume avec patience, sans besoin de montrer sa fureur à chaque instant. Il en va de même pour le silence lorsque tu décides de le choisir plutôt que la réaction. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, c'est l'art de se contenir pour montrer que ta force ne dépend pas du bruit ni de la hâte des autres. Choisir le silence face à la provocation, c'est comme garder un lion enchaîné qui pourrait dévorer, mais qui décide d'observer calmement, attendant le moment exact pour s'imposer sans effort. La plupart des gens pensent que réagir immédiatement est synonyme de pouvoir, que répondre mot pour mot ou coup pour coup démontre la supériorité. Mais en réalité, la réaction automatique est une confession de faiblesse. Cela signifie que quelqu'un d'autre a réussi à tirer tes ficelles, que ta paix intérieure peut être interrompue par un commentaire, par un regard, par une provocation calculée. Et c'est là que le silence change tout, parce que lorsque tu choisis de te taire, tu ne cèdes pas ton énergie, tu ne livres pas ton centre et tu envoies un message clair, tu n'es pas facile à manipuler. Le silence, en ces moments, devient une déclaration invisible qui en dit plus que n'importe quelle réponse précipitée. Ne pas réagir ne signifie pas que tu ne comprends pas, cela signifie que tu comprends trop.
Tu comprends que chaque mot lancé avec colère peut être utilisé contre toi, que chaque réaction incontrôlée est une arme que tu donnes à l'autre pour te blesser à nouveau. En revanche, lorsque tu restes calme, l'autre commence à s'effondrer, car il n'obtient pas le résultat qu'il attendait. Le manipulateur a besoin de ton cri, de ton explication, de ta justification. Sans cela, il se retrouve face à un mur impénétrable. Choisir le silence est aussi un acte de maîtrise émotionnelle. C'est te regarder à l'intérieur et te rappeler que ta valeur ne dépend pas de la démonstration à autrui. Celui qui réagit sans réfléchir devient l'esclave des impulsions, mais celui qui maîtrise ses émotions avec le silence se transforme en maître de lui-même. Et cela se reflète en tout, dans ton regard qui ne vacille plus, dans ta posture qui transmet la sécurité, dans le malaise que tu génères chez ceux qui essaient de te briser et découvrent qu'ils ne le peuvent pas. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne signifie t'arrêter avant de répondre, observer plutôt que de te justifier, sourire plutôt que de discuter, rester ferme sans gaspiller ta voix en explications inutiles. C'est transformer chaque provocation en une opportunité pour renforcer ton caractère, pour te rappeler que ton contrôle est en toi et non dans ce que les autres attendent de toi. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner un argument, mais de rendre clair que tu n'as pas besoin d'y entrer. Le silence devient alors un miroir qui montre la différence entre toi et les autres. Alors qu'ils cherchent la reconnaissance, tu choisis le respect. Alors qu'ils crient pour imposer, tu te tais pour dominer. Et à chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, tu construis une armure invisible qui te protège de la manipulation, du jugement et de la médiocrité de ceux qui pensent que le pouvoir se mesure en bruit. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, rappelle-toi cette vérité. Ton silence est le feu qui consume sans faire de bruit, l'arme qui ne se voit pas mais qui désarme, la réponse qui n'a pas besoin de mots pour démontrer que tu as le contrôle. Choisir le silence plutôt que la réaction ne te rend pas faible, cela te rend invincible. 2. Fais de ton absence un message clair. L'écho le plus puissant ne provient pas toujours de la voix, il émerge parfois de l'absence. Pense à une chaise vide, à une table pleine de monde. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime, mais le regard se dirige inévitablement vers cet espace inoccupé. Le vide parle plus fort que la présence, car il signale ce qui manque, ce qui n'est pas là, ce qui ne peut être ignoré. C'est ainsi que fonctionne ton absence lorsque tu décides de te retirer d'un lieu, d'une conversation ou d'une relation où tu n'es pas valorisé. Non pas comme une fuite, mais comme un acte de clarté et de respect de soi. Il y a ceux qui pensent que tu dois toujours être disponible, que ta présence est un droit qu'ils ont au-dessus de toi. Ils s'attendent à ce que tu restes même au milieu de l'épuisement, du manque de respect ou de la manipulation. Mais lorsque tu décides de t'absenter sans rancune, sans drame et sans explication, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Tu dis que tu ne te prêteras pas à des jeux où ta valeur est ignorée, que tu ne négocieras pas ta dignité en échange de miettes émotionnelles. Ton silence et ton absence deviennent un coup sec qui oblige les autres à réaliser ce qu'ils ont perdu. L'absence consciente n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Te retirer à temps et déclarer que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu ne réponds pas à la provocation, lorsque tu ne participes pas à une discussion absurde, lorsque tu ne cèdes pas ta présence à celui qui veut te contrôler, tu protèges ton centre. Le manipulateur a besoin que tu sois là, il a besoin de ton attention pour se nourrir. Sans elle, il s'effondre. Ton absence le laisse seul face à son propre vide, et cela fait plus mal que n'importe quel mot que tu pourrais lui dire. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique de manière simple mais profonde. En ne répondant pas immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer. En choisissant de ne pas assister à des événements où tu sais que tu seras minimisé. En arrêtant d'insister sur des relations où c'est toi qui maintiens toujours le lien. Ton absence commence à peser, à générer des questions, à déranger. L'absence est aussi un acte de force émotionnelle.
Beaucoup craignent de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils seront oubliés, parce qu'ils confondent présence avec importance. Cependant, la véritable importance ne se mesure pas en étant toujours là, mais en faisant en sorte que ta présence ait un poids tel que lorsque tu manques, on le remarque. Et cet impact, tu ne l'obtiens que lorsque ta vie est régie par le respect de toi-même, non par le besoin d'être accepté. Fais de ton absence un message clair et percutant. Tout et tout le monde n'ont pas accès à toi. Tu es présent là où il y a réciprocité, où il y a respect, où ta valeur n'est pas remise en question. Et tu es absent là où la manipulation, le manque d'appréciation ou la tentative de contrôle cherchent à t'épuiser. C'est cette absence qui déstabilise ceux qui pensaient pouvoir toujours disposer de toi. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de disparaître pour punir, mais de te retirer pour te protéger. La différence réside dans l'intention. La punition cherche à blesser, mais la stratégie cherche à te préserver. Et en te préservant, tu envoies un message que personne ne peut ignorer. Ta valeur n'est pas négociable, ton énergie n'est pas donnée, ta présence se mérite. C'est pourquoi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire plier avec sa manipulation ou son indifférence, ne tombe pas dans le piège de la réaction ou de l'insistance. Fais de ton absence un message si clair que son écho résonne dans le vide que tu laisses, car parfois, le silence qui frappe le plus n'est pas celui que tu gardes avec des mots, mais celui qui devient visible lorsque tu décides de ne pas être juste là. 3. Protège ton énergie comme un trésor. L'or n'est pas laissé dans la rue, ni donné à quiconque tend la main. Il est gardé dans des coffres, protégé par des serrures et soigneusement surveillé, car celui qui possède de l'or a quelque chose qui ne peut pas être facilement récupéré. Il en va de même pour ton énergie, une ressource que beaucoup sous-estiment, mais qui définit ta force, ta clarté mentale et ta capacité à affronter la vie. Lorsque tu permets à n'importe qui de voler ton énergie avec des discussions absurdes, des manipulations émotionnelles ou des exigences injustes, c'est comme si tu donnais ton trésor sans mesurer le coût. Protéger ton énergie, c'est comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps et tout le monde ne mérite pas ta présence. La réalité est dure. Il y a des personnes qui vivent en drainant l'énergie des autres, comme des parasites qui se nourrissent du chaos des autres. Ils sont experts pour te provoquer, pour te pousser à dépenser tes mots, tes émotions et ta patience jusqu'à ce que tu sois vidé. Et c'est ici que le silence devient ton bouclier le plus puissant. Parce que se taire face à ces provocations n'est pas fuir, c'est protéger ton trésor. Tu décides de ne pas gaspiller ce qui t'appartient dans quelque chose qui n'apporte ni croissance ni respect. Ton énergie est limitée et chaque jour, tu te réveilles avec une certaine quantité pour affronter les défis, prendre des décisions, travailler sur tes objectifs et prendre soin de toi. Si tu la donnes dans des batailles inutiles, tu arrives à la fin de la journée fatigué, frustré et avec le sentiment d'avoir perdu sans même savoir pourquoi. Mais lorsque tu apprends à la protéger, à la garder comme de l'or pur, tout change. Tu commences à choisir avec soin où l'investir, à qui la donner et dans quelle situation il vaut la peine de l'utiliser. Et ce qui se passe est révélateur. Ta vie commence à s'organiser, tes relations deviennent plus claires et ton esprit plus ferme. Protéger ton énergie signifie aussi poser des limites sans avoir besoin de crier. C'est choisir de ne pas te laisser entraîner dans la provocation, c'est sourire face à la manipulation et te retirer sans donner d'explication. C'est utiliser le silence comme une clé qui ferme la porte à ceux qui essaient de te vider. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par savoir quand répondre et quand se taire, quand dire oui et quand dire non, quand rester et quand partir. Tout conflit ne mérite pas ton attention. Toute critique ne mérite pas ta réponse. Toute personne ne mérite pas ton énergie. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, chaque fois que tu décides de ne pas alimenter la discussion, tu protèges ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Ce que beaucoup ne comprennent pas,
c'est que l'énergie que tu gardes en silence se transforme en force. Tu ne la perds pas en cris ni en justification, tu l'accumules en calme, en clarté, en maîtrise de soi. Et cette accumulation se remarque, se ressent, se projette. Soudain, ta présence pèse plus, ton regard intimide plus. Ta parole, quand tu décides de l'utiliser, résonne plus fort parce qu'elle n'est pas usée. Fais de ton énergie un trésor que tu ne donnes qu'à ce qui t'élève, à ce qui te construit, à ce qui respecte ton essence. Si d'autres cherchent à te vider, ton silence sera ta meilleure défense, car il n'y a pas de pire défaite pour un manipulateur que de découvrir qu'il ne peut pas te voler ce qu'il désire le plus, ta force intérieure. Souviens-toi toujours de ceci, ton énergie est de l'or, et comme tout trésor, seul celui qui la valorise vraiment mérite d'y avoir accès. Garde ton trésor, protège-le avec ton silence et fais en sorte que chaque goutte de ta force soit destinée à ce qui compte vraiment. 4. Transforme le silence en ton miroir de dignité. Un miroir n'invente pas ce qu'il voit, il reflète simplement ce qui est devant lui. Mais il existe des miroirs qui ne sont pas en verre, ils sont invisibles et se manifestent dans la façon dont tu agis. Le silence est ce miroir qui projette ta dignité vers le monde. Chaque fois que tu choisis de te taire lorsque les autres attendent ta réaction, tu n'évites pas le conflit, tu montres la qualité de ton reflet. Le bruit peut cacher des insécurités, mais le silence révèle avec précision qui a le véritable contrôle. Lorsque tu réagis de manière impulsive, tu livres ton reflet au jugement des autres. C'est comme donner un miroir sale à des étrangers pour qu'ils le manipulent, le déforment et l'utilisent contre toi. En revanche, lorsque tu choisis le silence, le miroir reste en ta possession, brillant, solide et sans tache. Il n'y a pas de possibilité de manipulation parce que tu n'as pas livré ce qu'il y a de plus précieux, ta dignité. Le silence te permet de rester debout même lorsqu'ils essaient de te rabaisser. Et cet acte, bien qu'il puisse sembler passif, est en réalité une affirmation puissante de qui tu es. Le silence comme miroir de dignité a une force unique. Il ne crie pas, ne discute pas, ne rampe pas. Il se tient simplement et oblige l'autre à se voir reflété en lui. Lorsque tu te tais face à la provocation, le manipulateur se retrouve face à un miroir qui lui renvoie sa propre image. C'est là que se produit le véritable impact. Au lieu de te briser, ils se brisent eux-mêmes en affrontant ce qu'ils sont sans la distraction de tes réactions. Ton silence les oblige à faire face à leur propre vide, à leur manque de pouvoir réel. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque situation où ils essaient de t'humilier, de te minimiser ou de te provoquer. Si tu réponds par des cris ou des justifications, tu te rabaisses à leur niveau. Mais si tu choisis de te taire, en gardant la tête haute et le regard ferme, ton silence devient un mur qui protège ton intégrité. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur, elle est déjà reflétée dans la façon dont tu ne permets à rien ni à personne de te traîner au sol. Le silence comme miroir t'aide également à mieux te connaître. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta capacité à regarder en toi et à reconnaître ton propre pouvoir. Tu te rends compte que ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de ce que tu décides de refléter par tes actes. Et lorsque tu pratiques cela, quelque chose change en toi. Tu commences à marcher avec plus de confiance, à parler avec plus de poids, à projeter du respect sans avoir à le demander. La grande erreur de beaucoup est de penser qu'ils ont besoin de défendre leur dignité avec des mots. Mais les mots sont emportés par le vent, tandis que le silence, lorsqu'il est utilisé avec fermeté, reste dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Le silence frappe, dérange et laisse une trace parce qu'il n'offre pas d'espace pour riposter. Celui qui t'agresse ne peut pas utiliser ton silence contre toi. Il se retrouve désarmé face à un reflet qu'il n'attendait pas. Transforme donc ton silence en un miroir inébranlable. Que chaque fois qu'ils essaient de te faire sentir inférieur, ils se retrouvent face au reflet de ta fermeté.
Que chaque attaque rebondisse sur la surface propre de ton calme. Que chaque provocation se heurte à la certitude que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer qui tu es. Souviens-toi que la dignité ne se négocie pas, elle se maintient, et la façon la plus puissante de la maintenir est de garder le silence lorsque tout le monde attend ta chute. Parce qu'à ce moment-là, ton silence n'est pas vide, c'est le miroir qui reflète ta valeur et démontre que ta force ne dépend pas des mots, mais de l'intégrité que tu ne cèdes jamais. 5. Utilise le silence comme discipline, non comme punition. Le tranchant d'une épée ne s'aiguise pas en un seul coup. Il se travaille avec patience, frottement après frottement, jusqu'à ce qu'il acquiert la précision nécessaire pour couper sans effort. Le silence fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un acte isolé ni un moyen de manipuler. C'est un exercice constant qui te forme à la discipline de l'autocontrôle. Utiliser le silence comme discipline signifie comprendre que chaque fois que tu choisis de te taire, tu ne punis pas les autres, tu entraînes ton caractère. Tu tempères ton esprit pour qu'il ne se brise pas face aux provocations. Tu formes un muscle invisible qui te donne un avantage dans n'importe quelle situation. Beaucoup de personnes confondent le silence avec l'indifférence ou comme un moyen de blesser. Ils gardent le silence pour blesser, pour manipuler, pour générer de la culpabilité. Ce n'est pas le silence qui renforce, c'est une arme mal utilisée qui finit par épuiser autant celui qui l'applique que celui qui la reçoit. Le silence qui t'élève est celui que tu appliques en toi, celui qui transforme ton impulsion en calme, ta réaction en observation et ta faiblesse en force. C'est une discipline parce qu'elle nécessite de la pratique, de la volonté et que tu sois capable de résister à la tentation d'exploser quand tout en toi veut le faire. Le silence comme discipline est aussi une façon d'entraîner ton esprit à gagner de l'espace avant d'agir. Quand tu te tais, tu te donnes un instant pour observer la situation sans le brouillard de l'émotion. Et cet espace, bien qu'il semble petit, change tout. C'est là que tu penses clairement, où tu choisis la réponse qui te convient le mieux, et non celle que les autres attendent. Ce moment de silence est ton terrain d'entraînement quotidien, où tu pratiques la patience, la tempérance et le contrôle de toi-même. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chaque interaction qui cherche à te déstabiliser. Des disputes familiales où tout le monde veut avoir le dernier mot, des conversations de travail chargées de tension, des provocations dans la rue qui cherchent à te faire réagir. Si tu réagis immédiatement, tu cèdes ton énergie. Si tu te tais et respires, tu entraînes ton esprit. Et plus tu le fais, plus tu deviens fort. Le silence cesse d'être un effort et devient ton état naturel. Le signe que tu n'es plus gouverné par l'impulsion, mais par ta discipline interne. Utiliser le silence comme discipline ne signifie pas toujours éviter les mots. Cela signifie choisir le bon moment pour parler. Parce qu'un mot dit avec calme pèse plus que 100 mots dits avec colère. Le silence est la pause qui aiguise ta voix, la préparation qui donne de la force à tes mots. Et quand tu parles enfin, tout le monde écoute. Parce que ton silence précédent a créé un vide qui donne de la valeur à ce que tu vas dire. La discipline du silence te protège aussi de toi-même. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à chaque instant, que ton pouvoir ne dépend pas de la rapidité avec laquelle tu réponds, ni de la force avec laquelle tu attaques. Il dépend de ta capacité à rester calme, alors que le monde cherche à te déstabiliser. C'est cela la discipline. Rester ferme même lorsque l'impulsion veut t'entraîner. Fais du silence ton entraînement quotidien. Ne l'utilise pas comme une arme pour punir, utilise-le comme un chemin pour grandir. Que chaque instant où tu te tais soit une brique de plus dans la construction de ta forteresse, un rappel que tu n'as pas besoin de te rabaisser au niveau du bruit. Parce que le silence qui naît de la discipline ne détruit pas, il construit. Il fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour garder le contrôle, quelqu'un qui porte en lui l'épée la plus aiguisée, celle de la maîtrise de soi. 6. Fais du silence ton terrain d'entraînement.
Le guerrier ne se forme pas sur le champ de bataille, il se forme dans le calme de la préparation, dans la répétition que personne ne voit, dans la discipline qui exige de tenir bon quand il n'y a ni applaudissements ni témoins. Il en va de même pour le silence. Ce n'est pas du vide ni de la résignation, c'est un terrain fertile où tu entraînes ton esprit, tu renforces ton caractère et tu construis la résistance qui se manifeste ensuite lorsque la vie te met à l'épreuve. Faire du silence ton terrain d'entraînement signifie apprendre à utiliser chaque provocation comme un exercice, chaque attaque comme une opportunité de pratiquer l'autocontrôle, chaque moment de tension comme une répétition supplémentaire dans la forge de ton caractère. Lorsque tu décides de te taire face à une provocation, tu ne cèdes pas du terrain, tu renforces ta discipline. Chaque mot que tu choisis de ne pas prononcer devient un poids soulevé, un muscle émotionnel qui grandit. Celui qui réagit immédiatement montre sa faiblesse, prouve que n'importe qui peut tirer ses ficelles. En revanche, celui qui garde le silence prouve qu'il est maître de lui-même, qu'il ne livre pas son centre aux caprices d'autrui. C'est là le véritable entraînement. Ne pas laisser ta paix dépendre de ce que font ou disent les autres. L'erreur la plus courante est de croire que la victoire se mesure à la rapidité de ta réponse ou à la dureté de tes mots. Ce genre de triomphe est fragile, il s'évanouit dès que la discussion est terminée. Le silence, en revanche, est une victoire profonde, car il ne désarme pas seulement l'autre, il te renforce aussi. Quand tu te tais, tu ne perds pas, tu accumules de la force. Ce silence devient une réserve d'énergie, une clarté qui te permet d'agir avec précision quand cela compte vraiment. Dans la vie quotidienne, ce principe devient une pratique constante. Dans la conversation familiale où quelqu'un veut te provoquer, tu choisis de ne pas répondre. Dans la réunion de travail où ils cherchent à te dévaloriser, tu choisis d'observer. Dans la rue, face à une attitude défiante, tu choisis de rester ferme sans te rabaisser. Chacune de ces scènes fait partie de ton entraînement. Et même si au début cela peut te déranger, avec le temps cela devient naturel. Car tu découvres que le contrôle n'est plus entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Le silence comme terrain d'entraînement n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comme tendre une corde sans la lâcher, garder son calme, même sous pression. Cette maîtrise intérieure déconcerte ceux qui attendent une réaction immédiate, car elle leur prouve qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Le silence est une tension contrôlée, une patience aiguisée. C'est le rappel que ta force ne dépend pas du bruit, mais de ta capacité à rester calme. Alors que les autres gaspillent de l'énergie à réagir à tout, tu accumules de la force. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes ton esprit à résister et ton cœur à rester ferme. Et il arrive un moment où ton silence devient un mur. Les attaques rebondissent, les critiques perdent de leur force, les provocations deviennent inutiles. Tu as tellement entraîné ton calme qu'ils ne peuvent plus le briser. Cet entraînement silencieux change la façon dont tu affrontes la vie. Tu découvres que le véritable combat n'a jamais été avec les autres. Il a toujours été avec toi, contre tes impulsions, contre ton ego, contre ce besoin de prouver quelque chose à chaque instant. En t'entraînant dans le silence, tu apprends que tu n'as pas toujours besoin de répondre, que la plus grande force se construit dans le calme. Fais du silence ton gymnase. Chaque jour, chaque défi, chaque provocation est une séance d'entraînement supplémentaire. Et avec chaque exercice, ton caractère se renforce, ton esprit se discipline et ton esprit s'élève. 7. Établis ta valeur avec ton silence. Un diamant n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il brille. Il ne cherche pas à convaincre quiconque de son authenticité. Il existe simplement, et sa présence parle plus fort que n'importe quel mot. Ton silence fonctionne de la même manière. Il est la preuve silencieuse de ta valeur, le reflet que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être respecté. Lorsque tu choisis de te taire au lieu de te justifier, lorsque tu décides de ne pas entrer dans une lutte absurde pour l'approbation, tu envoies un message clair. Ta valeur est interne. Elle ne dépend pas des regards extérieurs ni des jugements d'autrui.
Beaucoup pensent que le pouvoir réside dans la voix, dans la capacité à s'imposer avec des cris, des arguments interminables, l'insistance à toujours avoir raison. Mais en réalité, ce type de pouvoir est fragile. Il se brise dès que quelqu'un crie plus fort ou lance une offense plus blessante. Le véritable pouvoir ne se mesure pas en volume, il se mesure en présence. Et la présence se construit en silence. Établir ta valeur avec le silence, c'est refuser de jouer le jeu de ceux qui tentent de te réduire. Le manipulateur cherche à te provoquer parce qu'il sait que plus tu parles, plus tu t'épuises. Il sait que si tu cours après des explications, il te rend dépendant de son approbation. Mais lorsque tu choisis de te taire, ce jeu se termine. Tu lui fais comprendre que ta dignité n'est pas négociable, que tu ne gaspilleras pas ta voix pour convaincre celui qui n'a jamais eu l'intention de t'écouter. Dans la vie quotidienne, ce principe se reflète dans des situations courantes. Face à une critique injuste, tu choisis de ne pas te défendre avec désespoir, parce que tu sais que ta valeur n'est pas définie par cette opinion. Face à une moquerie déguisée en blague, tu ne cèdes pas ton énergie à essayer de prouver que tu es plus fort, parce que tu le sais déjà. Face à une tentative de manipulation, tu gardes le silence et laisses l'autre se piéger dans ses propres mots. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. C'est la confiance de celui qui comprend que sa valeur ne dépend pas de validations externes. Le silence te donne aussi un avantage stratégique. Il fait que chaque mot que tu décides d'utiliser a du poids. Si tu parles peu, mais que tu parles avec calme et clarté, ta voix acquiert une valeur différente. Tu ne fais pas partie du bruit, tu es la pause que tout le monde écoute parce qu'elle rompt avec la routine. Ton silence construit le cadre parfait pour que tes mots résonnent plus fort, parce qu'ils sont perçus comme le fruit de la réflexion et non de l'impulsion. Établir ta valeur avec le silence ne signifie pas disparaître ni accepter les abus. Cela signifie choisir avec sagesse où investir ta voix. Cela signifie ne pas laisser ton estime de soi se diluer dans le besoin d'expliquer chaque pas. Cela signifie marcher avec la certitude que ta vie parle pour toi, que tes actes crient plus fort que tes mots et que ta présence impose plus que n'importe quelle défense désespérée. Avec le temps, cette pratique change la façon dont les autres te perçoivent. Ceux qui cherchaient à te provoquer hésitent maintenant parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien de toi. Ceux qui essayaient de te manipuler perdent de l'intérêt parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas te briser. Et ceux qui te respectent le font non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu te tiens en silence. Ce respect est durable, car il naît de l'authenticité et non de l'apparence. Ton silence devient alors la marque de ta valeur. Tu n'as pas besoin de décoration, tu n'as pas besoin d'excuses, tu n'as pas besoin de preuves. Le simple fait de te taire quand tu pourrais crier est la démonstration que tu as le contrôle. Et celui qui a le contrôle de lui-même a tout. Souviens-toi de cette vérité. Le diamant ne demande jamais à être reconnu, il brille simplement. Ton silence est cette brillance qui ne s'éteint pas, le signe indiscutable que ta valeur ne se discute pas, elle s'impose. 8. Souviens-toi toujours que ton silence est une force. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair qui détruit. La mer rugit avec des vagues violentes, mais c'est la marée silencieuse qui change des côtes entières. C'est ainsi que fonctionne ton silence. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour laisser une trace. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour imposer le respect. Sa force réside dans l'invisible, dans ce que les autres ne voient pas mais ressentent. Se souvenir toujours que ton silence est une force signifie comprendre qu'il n'est pas vide ni faiblesse, mais l'outil le plus précis que tu as pour garder le contrôle, intimider sans effort et maintenir ta dignité intacte. L'erreur de beaucoup est de croire que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'imposer des raisons, de montrer qu'ils ont le dernier mot. Mais ce type de pouvoir s'use, se brise facilement, car il dépend de la conviction de l'autre. Le véritable pouvoir est interne et n'a pas besoin de démonstration. Ton silence est le rappel constant que tu ne dépends pas de validations externes, que ta force réside dans ce que tu choisis de ne pas dire et dans ce que tu décides de garder pour toi.
Quand tu gardes le silence, tu désarmes la stratégie de ceux qui cherchent à te manipuler. Le provocateur attend une réaction, car c'est dans ta réaction qu'il trouve sa nourriture. Il attend des cris, des explications, des justifications, mais ton silence devient un mur qu'il ne peut pas franchir, un miroir qui lui renvoie ses propres carences. Cette absence de réponse le force à se confronter à lui-même, et c'est un coup plus dur que n'importe quel mot. Ton silence le laisse seul avec son vide, et il n'y a pas de punition plus grande que de se voir reflété dans le néant qu'il projette. Dans la vie quotidienne, ce principe prend une valeur immense. Face à une attaque injuste, ton silence transmet plus de force qu'une contre-attaque désespérée. Face à une provocation, ton calme envoie un message de sécurité qu'aucun cri ne pourrait égaler. Face à une tentative de manipulation, ta décision de te taire ruine tout pour celui qui prétendait t'entraîner sur son terrain. C'est là que se révèle le véritable pouvoir, non pas dans le fait de dominer l'autre, mais dans le fait de rester maître de soi-même. Le silence te permet également de créer un espace de clarté. Alors que les autres se perdent dans des paroles inutiles, tu observes, analyses et comprends. Ton silence te transforme en stratège, en quelqu'un qui n'agit pas par impulsion, mais avec précision. Et cela te donne un avantage dans n'importe quelle situation, car tes mouvements ne naissent pas de la colère, mais de la lucidité. Ce contrôle fait que ta présence pèse plus, que ton autorité se fait sentir même sans avoir besoin de parler. Se souvenir que ton silence est une force signifie aussi valoriser ce qu'il construit en toi. Il te donne de la discipline, de la patience, de la force émotionnelle. Il fait de toi quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la tempête, mais qui l'observe depuis le calme. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu ne réprimes pas, tu entraînes ton autocontrôle. Et cet entraînement quotidien est ce qui te rend invulnérable à la manipulation et au bruit du monde. Avec le temps, ton silence commence à être reconnu comme ta marque de fabrique. Les autres savent que lorsque tu te tais, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, c'est parce que tu choisis de ne pas gaspiller ta voix sur l'inutile. Ils savent que lorsque tu parles, tu le fais avec force, car tes mots ne naissent pas de l'impulsion, mais de la réflexion. Et ils savent surtout que ton silence n'est pas vide, c'est du pouvoir contenu.